Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC, votre émission. Aujourd'hui, nous avons commencé avec un léger retard. Nos excuses pour ce décalage et nous avons déjà l'éco-débatteur sur ce plateau avec qui nous allons animer la journée. Cette émission d'aujourd'hui a comme thème l'indépendance justement de la justice en RDC. Peut-on examiner, peut-on évaluer aujourd'hui, parce que vous le savez très bien, depuis l'accession du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, la justice de notre pays a toujours posé des problèmes. Il vous souviendra même, le chef de l'État lui-même avait fait des critiques sévères à l'appareil judiciaire tout récemment. Alors, autour de cette question, nous avons sur ce plateau un habitué de cette émission, Dio Maele. Il est analyste politique, il est politologue justement, proche des lignes sacrées. Dio Maele, bonjour. Bonjour cher Cédric, en tout cas, grandement joie de pouvoir me retrouver encore sur ce plateau. Vous savez que moi, être dans ce plateau, pour moi, est un acte de considération d'estime de votre part. Ici, j'aimerais d'abord... On doit y aller plus rapidement. Oui, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'invitation. Et puis, comme un petit biscuit, si vous allez me permettre, très kilomètres, ça sera très court. S'il vous plaît, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de minutes. Oui, je sais comme un petit biscuit, permettez-moi. Aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, au soir de mandat du président Félix Tshisekedi, M. Dio Maele, comme toute autre personne, ont sorti les stylos pour une certaine cotation et le leadership féminin bat son plein sous le mandat de Félix Antoine Tshisekedi avec des figures emblématiques comme Mme Fifi Masuka, comme Mme Yvette Angoussi. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du leadership féminin au Congo, il faudrait citer ces noms. Fifi Masuka, Yvette Angoussi, ce sont des personnes qui montrent les chemins pour le leadership féminin. Et coup de chapeau au président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Dio Maele. Je vous présente également Freddy Ilunga Mutombo. Il est analyste politique, il est indépendant, il réfléchit également, comme d'habitude déjà, c'est pas pour la première fois, c'est un habitué de cette émission. Freddy, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Salut mes co-débatteurs. Je suis ravi pour votre invitation. Je crois que le rendez-vous sera vraiment à un niveau meilleur. Merci beaucoup Freddy Ilunga Mutombo. Je rappelle que vous êtes indépendant. Je suis enfin avec Laurent Tounina, un habitué également de cette émission. Bonjour Laurent. Bonjour Cédric Bachala. Merci. Vous êtes analyste politique. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation. J'en profite de cette opportunité. Saluer les milliers de téléspectateurs de l'émission Thermomètre de la République démocratique du Congo. Et puis mes co-débatteurs ici présents. Et sans oublier les philanthropes et puis les leaders politiques. Là, je vois le monsieur Mwamba Moudineka Dominique. Il est l'autorité morale du parti politique Union des démocrates rénovés. Ce monsieur ici, il a apporté une vision politique plausible axée sur une politique à la base. Et je pense que la population congolaise, et quinoise en particulier, va faire confiance à M. Mwambaye, qui est candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Funa et puis à la circonscription électorale au niveau provincial à Bandalungwa. Et avec l'État, on aura vraiment l'occasion de discuter sur son projet gouvernemental, sa vision ou encore la vision qu'il a sur Kinshasa. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, l'indépendance de la justice en RDC, peut-on évaluer? Je commence avec un sujet état des droits, vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Depuis son accession à la magistrature suprême, je pose la question à Dio Maele. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des progrès? Cher Cédric, merci pour votre question. Une question très pertinente. Oui, il y a des progrès, mais il faudrait, de prime abord, donner une certaine conception, une certaine acception à ces concepts. Parce que les communs des mortels, lorsqu'ils nous regardent, la plupart des personnes parlent de l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? En général, l'état de droit, même pour les communs des mortels, il faudrait qu'ils savent, l'état de droit, c'est le fait que toutes les personnes au sein de la société soient soumises aux règles du droit. L'état de droit signifie que gouvernants et gouvernés sont pliés aux différentes règles qui conduisent la société. Aucun élément, aucun citoyen peut être extra-légal. C'est ça l'état de droit. Et dans l'état de droit, ce sont les lois qui ont une certaine primauté. Et l'état de droit,
encore, parmi ces éléments, il a ce qu'on appelle une sorte d'indicateur qui fait que l'état de droit soit existentiel. Parmi les indicateurs qui fait que l'état de droit soit existentiel, il y a le respect de la hiérarchie des normes, il y a l'égalité de tous devant la loi, l'indépendance de la justice et la rétroactivité de loi. Alors, l'état de droit, c'est aussi un élément très important dans un système démocratique, dans un système qui se veut bannir la dictature et asseoir la démocratie. En 2006, nous avons promulgué par le canal du président passé, le président Kabange Félix et le président Kabange plutôt Joseph, a promulgué la Constitution et dans son article 1, on dit l'État congolais, on définit le squelette de l'État congolais. C'est un État laïque, un État démocratique, un État de droit. Du moment où la Constitution définit l'État congolais comme un État de droit, il faudrait que l'applicabilité de cette disposition soit palpable. Mais nous et vous, nous avons compris, nous avons vu au cours du mandat de M. Kabila qu'il y avait une faiblesse énorme d'abord pour une primauté des règles du droit. Il y avait une faiblesse énorme pour que les règles du droit soient appliquées. Les règles de droit ne sont pas seulement appliquées dans le vol ou dans le détournement. Les règles de droit sont appliquées aussi dans votre domaine, l'audiovisuel. Les règles de droit sont aussi appliquées dans le domaine marital, dans le mariage, dans le code de la famille. Donc, dans la judiciaire, c'est ce qu'on appelle même le droit positif. Alors, cet aspect des choses était très faible. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi vient, il ne fait pas de l'état de droit sa vision, mais il fait de l'état de droit son cheval de bataille. Ça signifie un élément très important pour réussir son mandat. Parce que ici, il ne faudrait pas dire aux gens que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a l'état de droit. Non. Félix Antoine Tshisekedi, comme père et garant du bon fonctionnement des institutions, veut seulement faire consommer aux Congolais l'état de droit parce qu'elle est existentielle dans la Constitution. De la même comme manière aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement. Oui, de la même manière avec la gratuité de la maternité, c'est une disposition. Alors, pour que l'état de droit existe, il faudrait réunir aussi certains éléments. Les éléments qui œuvrent d'abord dans les domaines de la justice, il faudrait réunir les éléments sociétal, ces éléments sociétaux en général, ces éléments qui vont permettre que l'état de droit puisse s'asseoir. L'appareil judiciaire congolais, nous et vous, nous connaissons les maux qui ont traversé, qui ont gangréné cet appareil judiciaire. Parmi les maux qui ont gangréné, les premiers, moi je dirais, les premiers de tous, c'est la ressource humaine. Nous avons une ressource humaine qui a été un peu corrompue, mais un peu immorale. Pourquoi la ressource humaine a été immorale? Parce qu'on se dira, les conditions de travail n'étaient pas réunies. L'immoralité fait que la personne tende vers la corruption. L'immoralité fait que les droits ne soient pas dits. L'immoralité fait que certaines pratiques qui sont bannies dans la société soient appliquées. Et lorsque la ressource humaine, dans toutes les sociétés, lorsque la ressource humaine est polluée, cette société ne tend pas vers son ascension, mais vers son extinction. Alors, le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il trouve cet état de lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restructurer d'abord la ressource humaine. Il faut injecter des pratiques valeureuses de cette ressource humaine. Et cela a été fait effectivement? Nous sommes dans ce processus. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a la dynamique des magistrats, des nouveaux magistrats qui ont été nommés. Pourquoi? Parce qu'on veut inclure une dose qualitative. Parce que si la personne a des valeurs, si la personne dit réellement le droit, on ne va pas dérouter. Et puis, nous comprenons, le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il comprend aussi que un ventre affamé n'a pas d'oreille. Il faudrait motiver ces ventres par le biais d'une rémunération adéquate. Ceux qui sont aujourd'hui dans la formation des magistrats, ils sont déjà commencé à toucher quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on veut les mettre dans un standing normal pour leur permettre à faire le travail.
Et je pense que si on va dans cette allure, petit à petit, on va relever notre instance de la justice. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que même un commun des mortels peut aller saisir une instance judiciaire et cette instance judiciaire trouve aussi gain de cause. Vous avez vu, nous et vous, comment est-ce qu'il y a cette gymnastique juridictionnelle des gauches comme des droites. Pourquoi? Parce que l'état de droit est en train d'être assis. Et quand l'état de droit est assis, la démocratie respire. Merci beaucoup, Domaël. Je rappelle que vous êtes politologue. Je pose, je crois, dans la même logique, la même question à Freddy Lungamutombo. Jusqu'ici, plusieurs populations, bon, pas dire la population, il y a certains qui éléments disent jusqu'ici en RDC, notre justice n'est pas encore équitable, notre justice est qualifiée de tous les péchés d'Israël. Partagez-vous cet avis depuis que ces régimes est au pouvoir? Bon, partiellement, je peux partager cet avis. Je ne serai pas vraiment strict sur les régimes en place parce que l'état des droits, pour atteindre un état des droits, c'est un processus long et large de changement des mentalités, des systèmes, tout consort. Donc je ne peux pas être vraiment très rigoureux sur les régimes en place. Je reconnais les efforts que les régimes en place est en train de faire pour atteindre un état des droits. Mais en d'autres places, si on veut regarder simplement, si on ne veut pas faire cette gymnastique d'œuvres idéalistes sur les textes congolais, nous allons comprendre que dans la pratique, il y a au moins ce décalage entre l'état des droits et ce que nous vivons dans la société. Si nous revenons sur les textes, on voit que l'article 1er de la Constitution nous dit que nous sommes dans un état de droit laïque, démocratique, indépendant, tout consort. Oui, c'est vrai, sur base des textes, nous sommes dans un état de droit. Mais si nous revenons, ne regardons pas tout simplement les règles qui sont appliquées au niveau, au pouvoir central. Voyez-vous, l'état de droit veut à ce que et les gouvernants et les gouvernés puissent être soumis à l'autorité de la loi. Que seule la loi puisse avoir la primauté sur toute personne qui existe dans notre société. Je me demande la question, est-ce le cas dans notre société? Vous allez comprendre que la RDC n'est pas un état de droit, mais si je regardais bien, c'est simplement un groupement de personnes, bien des individus, qui font de toutes les façons de tailler des règles de droit à leur propre intérêt. Voyez-vous. Si nous prenons les cas des Congolais, mon cher frère a dit que c'est toute personne qui peut accéder à la justice et être jugée d'une manière équitable. Mais je peux dire que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui se lamentent, surtout avec des questions sur les droits fonciers. Il y a trop de personnes qui perdent leur terrain, leurs parcelles, parce qu'il y a certaines autorités qui s'en accaparent. Moi, j'ai un cas concret d'une personne qui m'a dit que non, j'ai un dossier. Est-ce que vous pouvez croire? Il a parlé d'un processus, quand même. Oui, c'est un processus, c'est en train d'évoluer. Mais il faut d'une part reconnaître qu'il y a des abus. Moi, c'est pour cela au début, j'ai dit que je ne peux pas être très rigoureux envers les régimes en place. Je félicite les efforts de M. Félix Antoine Tshisekedi pour cet esprit-là de vouloir atteindre l'état des droits. Mais il ne faut pas oublier que pour atteindre l'état des droits, il faut travailler en collaboration avec les institutions du secteur judiciaire. Leur doter de certaines capacités et il faut assurer aussi leur indépendance. Voyez-vous. Parce que lorsque l'indépendance règne dans le secteur des institutions judiciaires, vous allez comprendre qu'il y a cette manque de confiance qui affecte même les ressources où l'État peut s'en accaparer pour progresser le pays. Voyez. Si nous regardons ici, beaucoup de procès qui concernent les autorités ont été achevés, n'ont pas pris plutôt l'achèvement, c'était limité en cours de route. Je ne sais pas avec les détournements, je ne sais pas si c'est un détournement présumé, mais c'est un détournement réel de l'ex-ministre de l'EPST jusqu'à présent. Bon, moi je me demande la question, lorsqu'on attrape une personne et on l'incarcère dans la prison, est-ce que nous, les simples personnes, ne tombons pas malades? C'est seulement les autorités qui sont arrêtées qui sont malades en prison. C'est à chaque fois qu'on arrête une autorité publique, après vous allez entendre dire que non, il est malade, on doit lui transférer en dehors de notre pays pour aller prendre des soins médicaux. Voyez-vous,
lorsqu'il y a l'impunité, même lorsque nous avons eu à faire des recherches, on va voir qu'il y a beaucoup de cas. Les infractions qui sont commises dans notre société, qui sont inconnues même, sont beaucoup plus nombreuses. Et les infractions qui sont jugées déjà sont nombreuses aussi. Et les infractions qui sont jugées et condamnées sont nombreuses. Les infractions qui sont jugées et n'ont pas exécuté la condamnation est aussi nombreuses. Vous allez voir qu'on peut appréhender une personne. On part avec cette procédure, on s'arrête en cours de route. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la prison. La personne te dit que je fais au moins 6 ans ici, sans pour autant être jugé ou bien condamné définitivement. Moi, j'ai été surprise. Voilà pourquoi, et par là, on peut donner également raison à Félix Tshisekedi qui manifeste la volonté de bien faire les choses, de redonner la valeur à cet appareil judiciaire. Tout récemment, il avait également déploré les comportements de certains magistrats véreux qui font un travail qui n'est pas appréciable. Oui, ça, c'est quelque chose, surtout les secteurs de la justice. On ne peut pas parler d'un état de droit sans pour autant assurer l'indépendance de la justice. Voyez-vous, comment on peut assurer cette indépendance de la justice si on leur dotant de toutes les ressources nécessaires qui peuvent leur permettre de remplir leur mandat? Lorsqu'ils sont mal payés. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi s'inscrit dans la logique quand même. Non, oui. Il faut voir qu'avec le nouveau magistrat, il est déterminé à leur doter tout ce qu'il faut afin qu'ils disent les droits. Oui, ça c'est un avancé vraiment, quelque chose à féliciter. Je ne suis pas là pour nier des choses qui sont vraies. Je suis là pour réfléchir sur des questions qui sont pertinentes. Là, moi, je félicite vraiment le président actuel pour cette volonté. Mais je dirais qu'il faut remplir encore, faire encore cette volonté une réalité, voyez-vous. Si nous prenons les cas, on peut quitter aussi les secteurs des institutions judiciaires. Prenons les cas de nos soldats, de la police. Les policiers sont là pour veiller à l'ordre public, au maintien de l'ordre public. Et comment voulez-vous qu'une personne puisse maintenir l'ordre public tandis qu'il ne connaît pas les règles de sa société? Or, l'ordre public, en réalité, c'est simplement, moi j'aime les définir comme étant une sphère ou bien un faisceau de sécurité basé sur des textes juridiques. Voyez-vous, dans les textes juridiques, le pouvoir circonscrit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est sur base de ces textes-là que les soldats ou bien nos policiers doivent appréhender des personnes. On t'arrête simplement comme ça, tu demandes, parce qu'on nous donne le droit de nous faire connaissance de la cause qu'on nous a arrêtés avec. Donc lorsque tu demandes aux soldats pourquoi tu m'as arrêté, il te dit qu'il n'y a pas OPJ. C'est simplement l'OPJ qui est censé connaître les règles des droits. Je me demande la question, c'est quelque chose à déplorer que moi personnellement je ne suis pas content. Merci beaucoup Freddy Mutombo, je rappelle que vous êtes indépendant. Sur cette affaire vous avez épinglé un point important, l'indépendance de la justice. Je donne la parole à Laurent Tonina. Est-ce qu'aujourd'hui en RDC, peut-on parler que notre justice est actuellement indépendante au regard de son évolution pendant ces 5 dernières années? Merci beaucoup pour le droit verbal, cher Cédric Bachala. Et la question de l'état de droit, c'est une question qui demande une réflexion tout à fait particulière. Mais la première des choses, c'est qu'il faut comprendre que le président de la République, il a eu cette volonté, cette détermination et puis l'engagement. Parce que c'était devenu déjà un système où la justice, notre justice, la justice congolaise, elle était vraiment corrompue. Et il y avait même des magistrats, de faux magistrats qu'on appelle en lingala des magistrats de Niamou Niamou. Alors lorsque le président de la République il est arrivé, il a fait une étude, une analyse qu'on appelle la veille stratégique, qui est une démarche qui consiste à analyser, à étudier une question en vue de prendre une décision capable de permettre de favoriser un climat de changement. Et c'est ce que même l'autorité morale du parti politique UDR, Union des démocrates rénovés, le président Mwamba Moudinika, lui, il parle plus d'une justice équilibrée. Donc pour lui, lorsqu'on parle de l'état de droit, on doit voir la balance judiciaire
être équilibré. Alors, à cet effet, le président de la République, il a commencé, parce que si vous regardez très bien ce que Freddy venait d'épingler comme point, et il a mis l'accent aussi sur la formation des magistrats. C'est pour cette raison, vous allez remarquer tout récemment, le président de la République, après avoir compris que la justice ne fonctionne pas de manière non seulement indépendante, mais de manière fonctionnelle, de manière professionnelle, le président de la République a organisé les concours. Et sur base des critères qui étaient vraiment solides, et c'était les meilleurs des magistrats qui ont été retenus en tant qu'un visionnaire. Vous savez, au cours de ces concours, plusieurs irrégularités ont été également dénoncées, vous le savez. Ça a été dénoncé, mais en tout cas, moi j'ai eu le temps même de visiter les différents sites. C'est ce que j'étais en train de dire, que non seulement on a organisé les concours, mais avant de les lancer sur les terrains, le président de la République a voulu qu'on puisse les former d'abord, parce qu'il y a une différence entre l'intelligence ou encore les connaissances qu'on a eu à acquérir à l'université et puis l'intelligence professionnelle qu'on appelle la tactique. Et c'est ce que le président de la République a fait. Il y a eu des sites ici à Kinshasa. Leur formation s'est déroulée à l'université protestante IPCC. Il y avait un autre site au niveau de Lubumbashi, au niveau de Kisangani. Vous sentez quand même il y a cette volonté, il y a cette détermination, il y a cette vision qu'il faut encourager, qu'il faut saluer, qu'il faut accompagner. Et lorsqu'on parle également de l'état des droits, bien sûr, c'est le respect des textes à tous les niveaux. Donc chaque citoyen, là où vous vous retrouvez, vous devrez quand même fournir un effort de connaître vos droits et vos devoirs. Et j'en profite pour cette occasion de parler du biscuit de ce qui se vit à l'Université nationale pédagogique à l'IPEN. Et par exemple, pour être retenu candidat ou auditeur au 3e cycle, on vous dit qu'il faut être détenteur d'un diplôme de graduat, de licence. Il faut avoir au moins obtenu votre diplôme de graduat de licence avec un pourcentage de 60 à 65%. Et puis, il faut être de nationalité congolaise, il faut exhiber l'extrait de casier judiciaire, l'attestation de nationalité. C'est ce qui est réglementé, ce qui est dit lorsque vous prenez votre inscription. Mais du coup, on m'a appelé pour m'apprendre qu'il y a le secrétaire général chargé à la recherche et dit non, tous ceux-là qui ont été étudiés dans les instituts supérieurs doivent d'abord faire une formation spécialisée avant d'accéder à l'école doctorale. Vous voyez comment... Dans quelle université? C'est à l'IPEN. Vous voyez déjà une autorité qu'on a établie pour faire respecter les textes qu'on appelle les modus operandi, donc la manière, les manuels de procédés qui existent déjà, ont établi pour dire les droits, pour faire respecter les textes de l'établissement. Je ne sais pas si c'est par manque de connaissance de vos attributions, et vous prenez une décision unilatérale que le ministre ne connaît même pas, alors que le président de la République encourage les jeunes à innover, à faire des recherches, à aller loin dans les études pour aider à la RDC, pour permettre à la RDC d'être sous les rails de développement. Ça, c'est décourager les jeunes. Et je ne pense même pas peut-être que le ministre de l'ESU, Moïse Nzangi, est au parfum de ce qui s'est vu de l'autre côté. Et nous demandons la volonté, l'implication personnelle du président de la République et du ministre Moïse Nzangi de voir cette affaire ici qui est en train de s'observer à l'IPEN, qui est en train même d'entraver ou encore d'étrangler l'état des droits. Donc chacun de nous, quand on est autorité à tous les niveaux, il faut faire parler les textes avant de réfléchir. Il ne faut pas inventer la roue, il ne faut pas apporter des décisions qui vont déranger la perturbation de la société. C'est pour cette raison il est importantissime. Lorsque vous êtes autorité, vous arrivez quelque part, la première des choses, vous devez connaître vos attributions et prendre des décisions conformément au texte qui est déjà bien établi. Et si vous voulez apporter une innovation, il faut organiser une réunion et prendre une décision. Conformer à la loi. C'est conformer à la loi et prendre une décision. Vous voulez pas apporter une innovation, il faut convoquer d'autres collègues ou confrères, vous réfléchissez et puis après vous communiquez. Et au lieu de prendre une décision après le pourpoint, ça ne marche pas. Merci beaucoup Laurent Toulina. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Sur cette question, je prends les traitements des contentieux électoraux avec la Cour constitutionnelle. Vous le savez, la Cour a rendu ses arrêts, ces différents arrêts, vous le savez très bien,
par rapport aux requêtes qui ont été déposées. Joe Maele, par rapport au travail abattu par la Cour, aujourd'hui, peut-on parler, parce que hier, avant même que la Cour ne rende ses arrêts, on parlait déjà de l'instrumentalisation de la justice. On a donné, qualifié cette Cour plutôt de tous les mots, mais aujourd'hui, la Cour a fait un travail. Peut-on revenir sur cette phrase dont on accusait la Cour d'être instrumentalisée? Je pense que aujourd'hui, sous Félix-Antoine Tshisekedi, nous vivons des choses extraordinaires. Le président Tshisekedi pose des jalons pour un Congo meilleur. Alors, nous et vous, depuis pendant un moment, nous n'avons pas encore subi ce genre de choses où on dit les droits. Vous savez, lorsqu'on dit dire le droit, ça signifie qu'il faudrait interpréter les règles du droit selon les méthodologies juridiques et puis être vrai. Dire le droit, cette expression qui s'est évanouie depuis pas mal de temps, cette expression est en train de renaître. Je dis à mon ami que, mon ami d'en face, M. Freddy Ilunga, c'est bien bon de déplorer tout ce que vous avez dit, c'est bien. Mais ici, nous ne sommes pas venus dénoncer, nous sommes venus chercher les causalités et les rendre lucides, afin de faire comprendre comme des mortels les problèmes. Ils dénoncent, c'est bien. Mais moi, je vous ai donné, j'ai peint les tableaux sur la question de cet appareil judiciaire. Parce qu'il faudrait se dire une chose. La question de l'état de droit, c'est une question qui est globale, qui concerne toute la société. Mais en particulier, il y a des acteurs qui sont directs et indirects. Les acteurs directs, c'est l'appareil judiciaire. Mais il y a aussi une autre portion du pouvoir public qui est censé vulgariser les règles du droit, qui est censé imposer même des politiques afin que la population et le pouvoir public puissent être communs à quoi pour respecter. Je parle de la ressource humaine, mon cher frère. En sociologie, on prend l'homme comme l'unité principale, comme le moteur de la société. Et je ne pense pas que vous allez mettre en doute cet aspect des choses. Quand l'homme a un faux savoir, comme disait Socrate, quand l'homme est pollué ici, cette société-là ne va pas aller de l'avant. Si les sociétés occidentales se sont développées aujourd'hui, c'est parce que ici, l'homme s'est développé. Nous avons un problème avec la ressource humaine. Quand je parle de la ressource humaine, ce sont les personnes qui travaillent d'abord au sein de ces institutions, de cet appareil judiciaire. Si on prend le profil, le paradigme de celui qui travaille dans cet appareil judiciaire, les éléments qualitatifs que vous allez ressortir de cet homme-là, sera quoi? On vous dira corruption. Ça, si on fait une étude, hein, c'est un peu une étude anthroposociologique. On vous dira corruption. En général, antivaleur. Voulez-vous fonder une justice équitable avec une personne qui est remplie d'antivaleur? D'où il faut employer une approche réformatrice, une approche de toilettage. Le toilettage qui va être fait dans l'homme qui est là et insuffler de nouveaux éléments. Parce que, pourquoi on doit toiletter l'homme qui est là? La justice étant un appareil très structuré, à certains niveaux, on n'a pas besoin de novices. On a besoin des personnes qui ont déjà géré. Je vous donne un exemple. À la Cour constitutionnelle, on dit pour être juge, il faudra avoir au moins une expérience de 15 ans dans le domaine juridictionnel ou politique. Lorsque M. Tshisekedi arrive, est-ce que, si vous trouvez par exemple M. Joe Maele excellé dans le domaine judiciaire, peut-il nommer Joe Maele comme juge de la Cour constitutionnelle? Non. Il va faire avec les ressources humaines anciennes. C'est des ressources humaines anciennes qui a un peu navigué dans les antivaleurs. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toiletter.
C'est pourquoi chaque fois, M. Tshisekedi a toujours tapé la main sur la table concernant cette ressource humaine ancienne. Ok. Il y a aussi une question de la vulgarisation de nos lois. Ça, c'est très important. Parce que les lois ne peuvent pas se vulgariser elles-mêmes. Les lois doivent être vulgarisées par l'autorité de l'État. Je vous donne un exemple. Que fait le ministère de la nouvelle citoyenneté? Parce que un citoyen doit connaître la citoyenneté est une fonction et une qualité. Vous voyez là où on décèle le problème. Donc, je pense que la question de l'état de droit, c'est une question, à mon humble avis, qui est procédurale, mon ami. Un changement dans l'optique spontanée n'existe pas, surtout dans les sociétés. Un changement toujours procédural. On commence par A pour terminer par Z. Ok, on revient plus rapidement. La question des contentieux. Moi, je suis très content. Parce que M. Tshisekedi est en train de choquer les communs des mortels et puis il choque ses détracteurs. Il dit on disait qu'à un moment, M. Tshisekedi a la même mise sur la Cour constitutionnelle. M. Tshisekedi doit édicter à la Cour constitutionnelle une marche à suivre. Et sur la CENI également. Mais nous avons vu la Cour constitutionnelle être une cour indépendante. La première juridiction de notre pays a agi selon les règles et normes de droit. Certains dossiers, certaines requêtes ont été recevables mais non fondées. Pourquoi ont été non fondées? Il y a l'argumentaire solide de la Cour constitutionnelle qui a été avancé, peut-être au regard des éléments matériels, au regard aussi du timing qui a été donné. Parce qu'on dit, après le dépôt des candidatures, il y a un timing dans lequel on dépose les recours. Voilà une Cour constitutionnelle réfléchie, une Cour constitutionnelle responsable. Je pense que, à mon humble avis, la Cour constitutionnelle a fait son travail. Il a fait son travail. Et la chose la plus importante que nous demandons à toutes les institutions juridictionnelles, c'est faire leur travail. Vous savez, il y a encore une beauté lorsque une personne est affiliée à ses missions. Un père de famille qui scolarise ses enfants, qui nourrit sa femme, qui loge sa famille, c'est un père responsable. Et ce père-là est un père respecté par sa femme et par ses enfants. Par cette métaphore, c'est une métaphore que je dois coller aux institutions juridictionnelles. Quand une institution juridictionnelle remplit ses missions, c'est une institution responsable. C'est une institution que nous, communicateurs de l'Union sacrée, nous portons très haut et nous vulgarisons les actions. C'est comme ça que nous voulons, parce qu'on dit, l'exemple commence toujours par la tête. La Cour constitutionnelle étant la première juridiction a montré le chemin. Toutes les juridictions inférieures de la Cour constitutionnelle doivent dire le droit. Parce que le Congo, comme un lion endormi, il se réveille petit à petit sous la houlette du fils du Sphinx, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, le fils du Sphinx délimité, Etienne Tshisekedi Omulumba. Nous avons très bien compris justement ce que vous avez analysé tout à l'heure. Sur cette même question, je voudrais également prendre un angle avec Freddy Ilunga Mutombo. C'est le travail qui est abattu également par la CENI. Parce qu'au départ, avant qu'on arrive à la Cour constitutionnelle, on a été à la CENI. Et lorsque certains candidats de l'opposition avaient déposé leur candidature, ça brûlait dans tous les sens. On tirait sur les régimes en place. Et voilà, on qualifiait ces régimes de vouloir discriminer certains candidats, de vouloir tout et tout. Mais un aspect également, c'est qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, parce que nous n'avons plus comme 24 candidats présidents, ils sont remontés au nombre de 26. Mais aujourd'hui, nous avons une Cour qui a également abattu un travail à dire les droits sur certaines personnes qui s'étaient senties lésées par le travail abattu par la CENI. Vous avez la parole. Bon, j'aimerais rectifier quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils félicitent la Cour constitutionnelle d'avoir continué avec l'inclusivité du processus. Mais moi, j'aimerais... Oui, la CENI et la Cour constitutionnelle a poursuivi cette continuité. C'est bon travail que la CENI a fait. L'inclusivité
dans le processus ou bien dans les scrutins ne veut pas dire négliger certains points, voyez-vous. Lorsqu'il y a une personne, bien un candidat président de la République ou bien dans chaque niveau des élections, si sa candidature pose un problème, on ne peut pas laisser cette candidature au nom de l'inclusivité du processus électoral ou bien du scrutin. Voyez-vous. Lorsqu'il y a un problème, on doit bel et bien analyser ces problèmes et éradiquer la candidature d'une personne. Ce n'est pas au nom de l'inclusivité que l'on doit laisser certaines failles. Pour moi, je dirais comme ça. Lorsqu'il y a certaines candidatures qui posent des problèmes, la CENI doit éradiquer ces candidatures. Elle doit vraiment l'éradiquer parce que l'inclusivité, on ne peut pas dire que nous sommes tombés dans les coups d'exclusivité dans le scrutin parce qu'on a éradiqué une personne qui a une grande notoriété dans notre pays. Non. On peut dénicher l'exclusivité si, sur base, en dehors de base ou bien en dehors des textes légaux, on a éradiqué une personne. Là, ça pose déjà un problème. Mais lorsque sur base des textes, on a analysé, on a vu que la personne, cette candidature pose problème, on doit l'éradiquer. On peut parler de l'exclusivité, c'est lorsqu'on analyse, on voit que la candidature est bel et bien recevable, la candidature doit passer, après on l'éradique. Là, ça pose un problème. Là, on voit que la Cour constitutionnelle ou bien la CENI fait exprès d'éradiquer certaines candidatures. Mais je parle, c'est en termes de tout ce qu'il y avait comme qualification avant que la Cour et la CENI fassent leur travail. Bon, j'aime pas vraiment cette attitude des Congolais. Aujourd'hui, je vois certaines personnes de l'opposition dire que la Cour constitutionnelle est bel et bien impartiale. C'est parce qu'on a validé la candidature de M. Katumbi. Voyez-vous. Donc, on change des tendances parce qu'il y a quelque chose qui vous profite. Lorsque, sur base des textes, on prouve les contraires, là, vous allez dire que la Cour constitutionnelle est manipulée ou bien instrumentalisée. Voyez-vous. Donc, on doit imputer du mal à l'autre parce que ce qui est sur la table ne vous profite pas. Ça, c'est une erreur grave dans le chef des Congolais. Voyez-vous. Et ça, nous avons remarqué au sein de la classe politique. C'est ce que moi j'ai remarqué. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'opposition, ils sont en train d'acclamer, ils disent que la Cour constitutionnelle est vraiment impartiale. Moi, je leur dis, comme mon grand frère, mon aîné, Thomas Tambola dit, gardez cette impartialité jusqu'à la fin du scrutin. Parce qu'on ne veut pas qu'à la fin des élections, certaines personnes puissent venir encore chanter ou bien réclamer la vérité des urnes. Mais vous le savez déjà, il y a certains candidats qui ne vont pas croire au travail de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Je vous donne un candidat président aujourd'hui qui, lui, est prêt à croire dans les résultats qui seront rendus par la CENCO et l'ECC. Bon, déjà, de par les textes légaux, la CENCO et l'autre et l'ECC ne sont pas habilités à donner des résultats définitifs. Voyez-vous, c'est la Cour constitutionnelle, la CENI proclame les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle vient entériner cette décision pour les rendre définitives. Donc, toutes ces structures-là qui les candidats, ces candidats, c'est ça, on a parlé, n'ont pas habilitation à rendre des décisions définitives. Donc, si vous croyez préalablement que la CENI ne va pas faire bien son travail, soit que les résultats que la Cour constitutionnelle va publier ne seront pas vrais, mais pourquoi aller aux élections? Voyez-vous, c'est simplement pour remettre en cause la légitimité du pouvoir qui sera dans le main des autres personnes. Cette tendance des politiques, c'est vraiment à déplorer. Voyez-vous, ce qui est bien ici, allons aux élections, voyons comment les choses vont se faire, soutenons le régime en place afin qu'il puisse organiser les élections. Nous ne devons pas faire des choses pour que cela puisse profiter à certains individus. Ceux qui sont en jeu, c'est la population congolaise. Pour tous ceux qui se disent sur base des dialogues, il n'y aura pas des élections, tout ça, ceux qui peuvent subir d'une manière dégradable, c'est la population congolaise. La politique. Et donc, les dialogues aujourd'hui, ça ne profite pas à la population? Ça ne profite pas. Il y a un professeur qui s'appelle le professeur Mbokom, dit dans son ouvrage des droits administratifs que la politique, c'est la stratégie d'atteindre ce qui intéresse la population.
Mais ce n'est pas le cas avec nos autorités politiques. Ils mettent en place des stratégies pour atteindre leurs besoins égoïstes. Est-ce qu'on peut tomber dans la définition du mot politique? C'est déjà quelque chose qui n'est pas cohérent. Ce qui est important ici, c'est de faire tout ce que nous pouvons faire doit être fait ou bien modifié au nom de l'intérêt général. Ça ne doit pas être fait pour un intérêt particulier. Ça, ce n'est pas quelque chose à féliciter dans notre politique. Merci beaucoup, Freddy Lungamutombo. Vous êtes indépendant. Je donne la parole à Laurent Tounina. Une contestation déjà se prépare au sein de la classe politique. Il y a certains qui disent ne vont pas croire aux résultats de la CENI, moins encore la confirmation de la Cour constitutionnelle. Il y a certains qui se disent la CENI doit être changée, on doit revoir le bureau Kadima, on doit revoir la Cour. Là, je parle du PPRD. Vous le savez très bien, devant la SADC, ils ont posé leur préalable. Et aussi, ça tombe dans le moment où toute la population est focus les élections. Et tous ces discours commencent à tomber. Les discours qui tendent à décourager la population. Vous êtes analyste politique, Laurent Tounina. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, merci beaucoup pour le 3 verbal, Monsieur Cédric Bachala. Et c'est qu'il faut quand même comprendre que moi je tiens à féliciter les managers de la CENI, Monsieur Denis Kadima, parce que pour que la Cour constitutionnelle puisse faire le travail de toilettage ou de traitement des dossiers des différents candidats à la présidence de la République, c'est la CENI qui a commencé d'abord par analyser, par réceptionner tous ces documents-là. Et comme il est de coutume avec la façon de gérer la République de manière précédente, si déjà il y a un adversaire en détail, parce que lorsque certains candidats avaient déposé leur dossier à la CENI, et certains avaient déjà bougé l'opinion publique nationale et internationale, mais la CENI n'a pas tenu compte de ça pour une première fois. En tout cas, la plupart des gens s'attendaient à ce qu'on puisse écarter les candidats X, Y, Z. Mais la CENI a maintenu leur dossier et ça passait encore au traitement à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle aussi, pendant que la Cour était en train de traiter les différentes candidatures, il y avait déjà du bruit, certaines personnes disaient dans certains couloirs politiques, et on parlait déjà des glissements, on entendait que l'un des candidats de l'opposition soit écarté et pour commencer à organiser des actions qui vont peut-être paralyser le fonctionnement des institutions de la République. Mais cette Cour-là a tranché de manière indépendante. Et là, je félicite encore le président de la République parce qu'en politique, on dit tous les moyens, tous les coups sont permis et puis tous les moyens sont bons pour conserver les pouvoirs. Le président Tshisekedi étant président de la République, il pouvait aussi, de manière secrète, donner des injonctions à cette cour-là d'écarter tel adversaire, mais tellement il a l'esprit de la compétition, il aime compétir avec tout le monde, il trouve que c'est un jeu démocratique et les meilleurs gagnent. Il a laissé la Cour constitutionnelle de faire son travail de manière indépendante. Voilà aussi un autre exemple sur la question que nous étions en train de discuter sur l'indépendance de la justice, sur l'état des droits. Ça fait quand même partie des points forts qu'il faudrait quand même relever, reconnaître et encourager. Okay. Et lorsque les candidats à la présidence de la République démocratique du Congo disent déjà, annoncent de manière anticipative qu'ils ne vont pas reconnaître les résultats qui sera publiés par la CENI, qui est d'ailleurs l'organe habilité, voilà. Mais ils disent que non, ils vont seulement 211 exactement, et ils vont seulement se cramponner derrière la CENCO et puis laisser la CENCO, bien sûr, et joue ces deux instances-là jouent un rôle importantissime dans la mesure où ils sont là pour participer à ce qu'on appelle la surveillance électorale. Mais ce ne sont pas des instances qui sont habilitées de rendre public les résultats aux élections du 20 décembre prochain. Et donc, cette façon de crier d'avance, ce sont des stratégies que cet acteur politique est en train d'utiliser, soit pour alerter à la CENI, à la Cour constitutionnelle, vous devrez maintenir votre capacité de bien faire les choses. Vous avez déjà commencé
à bien faire les choses, en donnant l'opportunité à tout le monde de compétir et même à la publication des résultats des scrutins, vous devrez aussi garder votre indépendance, votre rationalité et puis votre citoyenneté. Je pense que c'est une stratégie là pour essayer d'intimider, de titiller ces instances-là. Sous un autre angle, vous ne sentez pas que c'est une façon également de décourager la population? Vous savez, une partie de cette population a été découragée par un parti de l'opposition qui avait appelé au boycott de l'identification et enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois, je crois 2 même, pour voter. Et des discours pareils, ne pensez-vous pas que cela va amener certains Congolais à ne pas voter? Non, ça ne va pas amener certains Congolais à ne pas voter. Par contre, la population quinoise et congolaise de manière globale, ils ont vu que la CENI a fait son travail et puis la Cour constitutionnelle également a fait son travail. S'il y avait eu, si on avait écarté l'un des candidats à la présidence de la République, en l'occurrence, je peux citer soit M. Fayoulou, Matata Pony ou Moïse Katumbi, là maintenant, ça allait décourager la population parce que l'opposition allait avoir un argument pour dire que non, le processus électoral là est biaisé. Voilà, ils ont peur, on a écarté tel acteur politique. Mais aujourd'hui, la CENI a bien fait son travail et la Cour constitutionnelle aussi a tranché de manière indépendante. Le processus électoral a suffisamment avancé, je peux dire à 70, à 75%. Donc on doit aller jusqu'au bout et que les meilleurs gagnent pour qu'ils ne puissent pas avoir des problèmes de légitimité, de ceci, cela. Et ça permettra à celui qui sera élu d'asseoir une politique claire sur le développement de la République démocratique du Congo. Donc ce qui est plus important aussi, l'étape qui reste là, c'est le moment au lieu de chercher des stratagèmes, c'est de bâtir déjà un projet de société est capable de permettre à la RDC d'imposer et de faire la loi au niveau régional, des sous-régional, régional, et voire même sur l'échiquier international, que de discuter sur des stratagèmes, ça n'avance pas la République. Il est temps d'utiliser une approche qu'on appelle action résultat et non action intérêt privé. Merci beaucoup Laurent Toulina. Je vous annonce déjà qu'il nous reste au total moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Alors je voudrais qu'on brosse plus rapidement, chacun a 1 minute pour brosser plus rapidement la question de l'entrepreneuriat de jeunes. Vous le savez, le chef de l'État a inauguré la première maison de l'entrepreneuriat à Kinshasa, Limité Funa. C'est cette maison qui va accueillir chaque année plus de 1500 jeunes qui sont attendus pour abattre un travail. Et aujourd'hui, les chefs même, pas aujourd'hui plutôt, au soir de la même journée, il a échangé également avec 120 jeunes, je pense. Face à ce jeune, le chef de l'État a rassuré un accompagnement du gouvernement à différents projets que les jeunes vont entreprendre en RDC. Mais je voudrais poser la question que je voudrais poser, c'est que premièrement, c'était un rêve lorsque le chef de l'État avait partagé une journée avec la jeunesse de son pays. On se souvient, c'est le 30 novembre 2022, au Palais du Peuple. Il avait promis qu'il veut faire des millionnaires et des milliardaires congolais. Joe Maele, est-ce que ces rêves est en train de prendre corps en RDC? Vous avez 1 minute. Exactement, ces rêves prennent corps. Mais je pense que 20 secondes pour un petit toilettage. Je dis à mon ami, lorsqu'il parle de l'inclusivité et de l'exclusivité, si la Cour constitutionnelle a traité les candidatures, ce n'est pas sur base de des indicateurs. Est-ce que la Cour constitutionnelle doit cajoler un candidat? Non. Il y a un critérium qui a été posé. Et je pense que c'est sur base de ces critériums-là. Lorsqu'un candidat est validé par la CENI, qui commence les premiers travaux et les seconds travaux par la Cour constitutionnelle, il faudrait savoir que ce candidat a rempli toutes les conditions voulues par la CENI et par les règles de la République. Donc il ne faudrait pas dire au nom de l'inclusivité. Non, la Cour constitutionnelle ne connaît pas l'inclusivité ou l'exclusivité. La Cour constitutionnelle dit le droit. Les conditions sont là. Si vous remplissez, c'est bon. Si vous ne remplissez pas, vous êtes de côté. Donc il ne faudrait pas dire que c'est au nom de l'inclusivité. Monsieur Tshisekedi, je vous ai dit, aujourd'hui, je suis en train de l'entrevoir comme ces personnes qui viennent rêver des lions qui dormaient. Le Congo aujourd'hui a besoin de plusieurs éléments pour se réveiller.
l'entrepreneuriat, c'est un indicateur très important. Dans le monde actuel, l'entrepreneuriat a une place très importante dans une nation parce qu'elle permet de fructifier cette nation, elle permet de multiplier les domaines d'action. Et si le président Tshisekedi avait réfléchi de soutenir la jeunesse, parce que c'est plus les jeunes qui entreprennent, c'est plus les jeunes qui ont des initiatives de s'ouvrir dans certains domaines que certaines personnes ne partent pas oser. Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un domaine très vaste. Et les jeunes, c'est dans cette période-là où ils sont très dynamiques de leur vie, où ils sont très créatrices, et le dynamisme, l'intelligence a besoin d'un soutien. Le soutien, c'est les finances, le soutien, c'est les moyens, le soutien, c'est la logistique. On peut ne pas vous donner les finances. Par exemple, pour ceux qui sont de la chimie industrielle, à l'université de Kinshasa, une fois, j'ai eu à parler avec eux, ils m'ont dit, cher Joe Maele, ici chez nous, nous avons beaucoup de choses que nous inventons, beaucoup de produits cosmétiques, mais il faut des moyens. Vous pensez que pour ces personnes-là, il faut des moyens, il faudrait leur donner 1 000, 2 000, 3 000 dollars? Non. Ce sont des personnes qu'il faudrait mettre des éléments chimiques ou des produits qui vont permettre à ce qu'ils fructifient ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils multiplient. Donc le président Tshisekedi a bien tapé. Nous sommes dans un pays où 60 à 70% de la population est jeune. Et il faudrait tabler sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi un modèle de l'autonomisation financière, de l'indépendance financière. Et l'entrepreneuriat permet à un pays de s'asseoir. Si aujourd'hui certains pays se sont assis, c'est au regard de l'entrepreneuriat. Parce que si par exemple M. Laurent vont dans le domaine de la pisciculture, M. Joe Maele vont dans le domaine de l'agroalimentaire, mon frère Freddy va dans le domaine forestier, je pense que ça va permettre la diversification plutôt de l'économie, la diversification des activités, et ça va permettre à ce que le pays s'étende. C'est très important. Okay. Le Congo, c'est un pays que plusieurs personnes et nous-mêmes nous pensons que si on doit gagner au regard de nos ressources minières. Mais non, il faudrait gagner aussi au regard des ressources intellectuelles. L'intellect qui fonctionne, il faudrait l'exploiter. Comment on va l'exploiter? Par l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Joe Maele. La même question à Freddy Lungamutombo. Oui. Le chef de l'État aujourd'hui veut à ce que la jeunesse de son pays puisse entreprendre et que les mots qu'il avait sortis de sa bouche pour qu'il veut voir en RDC de jeunes millionnaires et milliardaires, il est en train de concrétiser cette vision que lui-même avait rêvé. Et aujourd'hui, le projet qui a été lancé en 2016, relancé en 2019, aujourd'hui, le projet a pris corps. Nous avons des jeunes, pas plus question d'aller en Chine ou bien en Turquie pour acheter les souliers ou quoi, mais nous sommes en train de produire localement. Quelles sont vos appréciations? Bon, j'ai vraiment la joie par rapport à ce qu'a réalisé notre président. C'est vraiment quelque chose à féliciter. Pour me rallier avec les propos de mon frère, oui, comme il a dit, dans cette optique, l'interventionnisme étatique est vraiment capital, voyez-vous. Lorsqu'il y a des jeunes, il ne faut pas simplement se baser sur nos ressources naturelles. Comme l'a dit mon frère Joe Maele, il faut s'exploiter du côté intellectuel pour permettre ces caractères créatrices de prendre corps dans notre société. Et c'est à travers ces genres de programmes qu'on peut créer des millionnaires dans notre société. Voyez-vous. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de très bon. J'encourage toute personne qui a eu à faire part à cette activité. Et je demande au régime en place de concrétiser vraiment cette idée. Parce que lorsque ces jeunes vont créer des activités, je pense que ce sont des activités qui vont rassembler beaucoup de personnes. Il y aura des travails. Il y a beaucoup de personnes qui vont bénéficier, ils vont travailler, ils auront des salaires. Vous allez voir aussi que le taux de chômage dans notre pays va baisser, même si ça ne baisse pas à un pourcentage élevé, même à 1%, c'est déjà bénéfique. Parce que le développement, on ne peut pas l'atteindre en un clin d'œil. C'est un processus large qu'on doit avancer petit à petit. Et je crois qu'avec ce genre de projet,
on va finir par atteindre le développement. Merci beaucoup Freddy Lungamutombo. Enfin, je donne la parole à Laurent Tounina sur cette matière. Comment avez-vous apprécié tout ce que vous avez vu lorsque le chef a fait quand même un petit défilé au sein de cette maison? Nous avons vu qu'il y a plusieurs produits qui sont exposés là-dessus. Quelles sont vos impressions par rapport à cette initiative? Bon, moi je vois que le président de la République, il a les soucis vraiment de développer la RDC et cela prouve qu'il a une politique pour la jeunesse congolaise. Quand même à un certain moment on disait que non, le président Tshisekedi n'a pas une vision pour les jeunes. Et si vous regardez très bien, je crois que c'est en 2020, si je ne me trompe pas, le président de la République ayant le souci de réduire les taux de chômage parce qu'un État ne peut pas seulement se développer avec les entreprises publiques, mais aussi, il faut aussi jeter un regard dans les secteurs privés. Alors aujourd'hui, les domaines entrepreneuriaux, c'est un domaine qui est en train de permettre aux économies étatiques d'être déséquilibrées. Voilà. Alors à cet effet, le président de la République, il avait fait ce qu'on appelle la pêche d'idées. On s'est rendu lui-même personnellement au Nigeria, où il avait rencontré l'un des hommes les plus riches d'Afrique, Elou Melou. Et je crois que c'est après son voyage de Nigeria qu'on était rentré, il avait dit qu'il va rendre les jeunes Congolais des millionnaires parce que c'était entretenu. Ces hommes-là ont partagé l'expérience. Vous savez, derrière l'histoire d'une personne qui a réussi dans sa vie, dans un domaine donné, il y a toujours une clé de réussite. Alors, le président de la République, après avoir fait cette pêche d'idées, il est rentré ici et il était en train de travailler. Les gens pensaient comme si le président l'avait seulement dit pour faire plaisir aux gens. C'était un discours soporifique. Aujourd'hui, vous avez vu la matérialisation d'une structure qui est là, qui va commencer à permettre aux jeunes d'entreprendre dans divers domaines. Et surtout, bon, j'encourage aussi les jeunes de jeter un regard dans le domaine de l'agriculture aussi. C'est très important. Laurent Tounina, un aspect également, c'est au sein de ces jeunes entrepreneurs, on retrouve là même des personnes vivant avec handicap. Oui, en tout cas, ça c'est vraiment un côté non seulement philanthrope, mais humaniste aussi. Vous voyez, le président de la République, il veut mettre tout le monde ensemble. Que ce soit des personnes vulnérables, si je peux me permettre les termes, que ce soit des personnes qui ont qui sont physiquement aptes. Et l'idée du président de la République, en mettant tous ces gens-là, il veut que nous puissions avoir l'esprit de travailler ensemble. Parce que très souvent, nous les Congolais, on n'a pas cette culture-là de travailler ensemble. Le président de la République est dans une approche qu'on appelle en communication pédagogique, c'est l'approche socio-constructiviste. Alors, même les Nigériens, les Béninois, les Sénégalais, ils ont toujours cette mentalité-là. Si toi, tu as réussi dans tel domaine, je partage l'expertise pour te voir aussi gagner. Parce que si toi, tu gagnes, moi aussi, je vais gagner. Et c'est la République qui va gagner. Et je pense une action que je peux peut-être mettre là-dessus rapidement, c'est qu'il faut aussi avoir le temps, non seulement il faut former ces jeunes-là, il faut aussi les orienter. Parce que le but dans l'entrepreneuriat, il faut créer une activité génératrice de revenus, mais il faut créer aussi des entreprises. Pour la création des entreprises, vaudra ce que nous puissions avoir des connaissances sur comment obtenir les documents. Comment obtenir les documents? Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait vraiment des gens qui seront là pour les former et les donner les informations, comment vous pouvez obtenir les documents, et ça va vraiment faciliter la mise en œuvre de ces méga projets. Merci beaucoup Laurent Tounina. Je vous rappelle, mais sur place, le chef de l'État lui-même a rappelé tous ces jeunes entrepreneurs à respecter les normes fiscales, payer leurs impôts, parce que c'est à travers les impôts que nous dotons la République, l'État, de son moyen, des moyens de sa politique justement. C'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission d'aujourd'hui. Merci à Joe Maïli, analyste politique. Il y a des gens qui nous suivent, non, 2 secondes, il y a des gens qui nous suivent depuis Mbis d'Abidjan. Je vous salue, vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Nos frères de l'église qui ont mis une grande télévision. Je vois le frère Aaron Ilunga, le frère JM et puis le prophète Fred Moukoko qui m'ont dit de vous transmettre, les salutations qui vous suivent depuis Mbis d'Abidjan. Merci à Freddy Lungamutombo d'avoir répondu à
notre invitation. Okay. Merci à Laurent Tonina. Je crois qu'on va se retrouver très prochainement pour poursuivre les débats. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis, dès partout, du début jusqu'à la fin. On se retrouve très prochainement.